La justice coûte cher. C'est la raison pour laquelle notre droit a prévu l'institution de l'assistance judiciaire, qui est à mettre en lien avec l'accès à la justice des personnes les plus défavorisées, soit celles qui n'ont pas les moyens d'assumer le coût des procédures ou le coût de l'intervention des auxiliaires de justice. Lorsque l'on parle du coût des procédures, il s'agit du coût de l'introduction de la procédure, les droits de greffe, l'intervention d'un huissier de justice pour la signification d'une citation, la copie d'un dossier. Lorsque l'on parle des auxiliaires de justice, on évoquera les experts judiciaires, les notaires, mais également les médiateurs, par exemple en matière familiale, civile ou commerciale. Le régime de l'assistance judiciaire est visé aux articles 664 et suivants du Code judiciaire. Il consiste à dispenser, totalement ou partiellement, son bénéficiaire de payer les frais de procédure, cette notion étant entendue au sens large, on vient d'en parler. Le régime de l'assistance judiciaire ne doit pas être confondu avec le régime de l'aide juridique qui consiste, quant à lui, à permettre aux mêmes personnes de bénéficier de l'intervention gratuite, à nouveau totale ou partielle, d'un avocat à leur côté. La loi et son arrêté royal d'exécution ont prévu des plafonds au-delà desquels il n'est pas possible de bénéficier de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire se sollicite auprès du juge compétent. Il y a un bureau d'assistance judiciaire au sein du tribunal de première instance. Si le litige doit être porté devant le juge de paix ou devant le tribunal de police, c'est à ces magistrats que l'assistance judiciaire sera sollicitée. La procédure est assez simple et déformalisée. On déposera une requête écrite, unilatérale, où on pourra également, dans certains cas, solliciter l'assistance judiciaire oralement auprès du juge saisi de la demande, et on joindra à cette requête les pièces qui justifient de la situation financière délicate de la partie requérante. Un appel est évidemment possible si la partie requérante est déboutée de sa demande d'assistance judiciaire. On relèvera en outre que suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2005, la loi a été modifiée en 2006 et permet maintenant aux personnes vulnérables de bénéficier également gratuitement de l'assistance d'un conseiller technique ou d'un expert personnel qui les assistera à l'occasion des opérations d'expertise. L'assistance judiciaire se sollicite auprès du juge compétent. Il existe au niveau du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise un bureau d'assistance judiciaire. Par contre, si le litige doit être porté devant le juge de paix ou devant le tribunal de police, ce sont ces juges qui seront compétents pour traiter la demande d'assistance judiciaire. Cette demande s'introduit par requête orale ou requête écrite. La procédure est totalement gratuite. La personne requérant l'assistance judiciaire annexera à sa requête les pièces qui démontrent qu'elle est dans les conditions pour l'obtenir. Par ailleurs, si elle est déboutée partiellement ou totalement de sa demande d'assistance judiciaire, elle pourra interjeter appel de la décision prononcée sur cette question. L'assistance judiciaire est une avance faite par l'État à la personne intéressée. En ce sens, elle est récupérable par l'État durant un délai de 30 ans, c'est le délai de prescription, à condition bien sûr que celle-ci dispose à nouveau des moyens financiers lui permettant de rembourser cette avance. On dira qu'elle est revenue à meilleure fortune. Je vais vous donner 2 exemples. Madame a bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure en divorce. 20 ans plus tard, elle hérite de ses parents de sommes assez importantes. Eh bien, l'État pourra récupérer les fonds dont il lui a fait l'avance à l'occasion de sa procédure en divorce sur le produit de son héritage. Prenons une personne qui connaît des difficultés passagères et qui connaît une période de chômage assez importante. À cette occasion, elle bénéficie également de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un procès qu'elle intente. 3 ans plus tard, elle retrouve un travail avec une rémunération confortable. Eh bien, l'État pourra également récupérer à ce moment les sommes dont il lui a fait l'avance à l'occasion de sa période de chômage. Alors, je travaille chez Droit Quotidien. Et chez Droit Quotidien, on est parti d'un constat qui est que le droit est présent partout dans nos vies, mais en même temps, le droit est de plus en plus complexe. Un citoyen lambda a du mal à le comprendre. Et donc, nous, on a pour but de rendre le droit plus accessible à tous et plus compréhensible pour tous. Et donc, on travaille à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment expliquer le droit dans un langage juridique clair. Alors, on travaille principalement avec des travailleurs sociaux pour expliquer des points juridiques qu'ils rencontrent pour leurs bénéficiaires à eux, donc des justiciables, des citoyens. Et puis, on travaille aussi à un autre niveau avec le monde juridique et administratif pour leur apprendre à communiquer directement dans un langage juridique clair.
Alors, notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a différentes missions. La première, ce sont les consultations. Alors, ce sont soit des consultations téléphoniques. Les travailleurs sociaux nous appellent, ils rencontrent un problème pour un de leurs citoyens et on répond directement à leurs questions, on recherche avec eux la solution juridique. Et puis, on a aussi des consultations décentralisées, où là, on va directement nous-mêmes à la rencontre du citoyen. Alors, sur Namur, on a par exemple des consultations au Resto du Cœur et on a aussi des consultations dans la cellule Alpha Fleu. Mais on est aussi présent, par exemple, à Charleroi ou à Liège. Notre deuxième mission principale, c'est vraiment les formations à destination des travailleurs sociaux. Là, notre but, c'est vraiment d'expliquer les points de droit avec lesquels les travailleurs sociaux sont amenés à travailler tous les jours pour qu'eux puissent s'approprier ces matières, mais surtout pour qu'ils puissent les expliquer à leurs bénéficiaires à eux. Et alors, la troisième mission qu'on a, c'est vraiment des publications pour des revues à grand tirage. Et donc, c'est souvent des articles juridiques, mais à destination de tout un chacun pour que ces personnes puissent s'approprier et mieux comprendre des points de droit qui réglementent notre vie de tous les jours. Et donc voilà, à Droit Quotidien, ici à Namur, on est 11 juristes à travailler avec ces 3 missions principales. Alors il y a différents obstacles à la compréhension du droit. Un premier qu'on peut identifier, c'est vraiment le langage hermétique qu'on utilise dans la justice. C'est vraiment un jargon juridique très complexe qu'on a pris parfois plusieurs années à apprendre à travers nos études et notre profession. Et donc pour tout un chacun, de nouveau, c'est très compliqué de comprendre tout ça. Ici, il y a un projet EPIS qui a été fait par le Conseil supérieur de la justice qui rapporte à travers un sondage que plus de 80% des citoyens trouvent que le langage juridique n'est pas suffisamment clair et plus de 68% des avocats et des juristes d'entreprise font ce même constat. Donc même à travers les professionnels, ils se rendent compte de ce décalage. Et pour vous donner un exemple, simplement dans les classements de référence des langues, on parle souvent A1, A2, B1, B2, C1, C2. Les professionnels du droit, ils utilisent un vocabulaire de niveau C2, donc c'est le niveau le plus élevé, et il est compris seulement par 5% de la population. Or, si on utilise un vocabulaire B1, qui est intermédiaire, vraiment dans les différents paliers, on est compris par 80% de la population. Et donc, il n'y a plus que 20% à qui on va devoir vraiment expliquer le contenu d'un texte juridique, etc. Donc ça, c'est une première chose importante, c'est ce langage hermétique. Un deuxième obstacle qu'on rencontre pour la bonne compréhension du droit, c'est vraiment la structure. Je pense par exemple au palais de justice, aux toges des avocats, aux salles d'audience qui sont souvent impressionnantes pour le citoyen. Mais aussi, il faut penser, voilà, un citoyen qui a la visite d'un huissier chez lui, ça a quelque chose de très angoissant, très déstabilisant. Et donc, ça crée vraiment, ces aspects-là créent vraiment un contexte anxiogène pour le citoyen, le justiciable, et qui fait que l'accès à la justice est beaucoup plus difficile. Alors, pour faciliter la compréhension du droit pour tous les citoyens, une chose qui me paraît essentielle, c'est vraiment la prise de conscience des juristes du rôle qu'ils ont à jouer là-dedans. C'est-à-dire que chaque juriste et chaque acteur de la justice peut agir pour une meilleure compréhension du droit, à chaque niveau où il est. Alors, comment faire concrètement ? Il y a d'abord une chose importante, c'est de distinguer le texte littéraire du texte utilitaire. Le texte littéraire, c'est celui qu'on utilise pendant nos études, quand on fait une recherche, quand on est vraiment dans la théorie, et il a toute son utilité à ce niveau-là. Mais quand on est dans un texte utilitaire, le but, c'est vraiment d'inciter la personne à agir ou de lui permettre de comprendre l'information. Et donc, il faut vraiment avoir cette distinction-là pour se permettre de réfléchir, voilà, le discours que j'ai envie de transmettre, le texte que j'ai envie d'écrire, est-ce qu'il est littéraire ou est-ce qu'il est utilitaire? Et alors, une deuxième étape dans la direction d'un discours ou d'un texte utilitaire, c'est de se mettre à la place du destinataire, vraiment se mettre à la place du justiciable, du citoyen qui n'y connaît rien, et voir comment faire pour lui donner cette connaissance, cette compréhension du droit. Et donc ici, on va vraiment opter pour la logique du destinataire et plus la logique du juriste. Le juriste, il est dans une logique où il va exposer le principe, ensuite les conditions, puis les exceptions, voire même les sous-exceptions. Cette logique-là, elle ne correspond pas du tout à celle du citoyen ou à celle du justiciable. Sa logique à lui, c'est, voilà, j'ai un problème, comment le résoudre ? Voici une solution. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cette solution? Alors, voici les différentes démarches à faire. Et si cette solution n'est pas possible pour moi, quelles sont les alternatives? Quels sont les recours? Ça, c'est sa logique à lui. Et donc, l'objectif ici, c'est vraiment de prendre distance par rapport à notre logique de juriste ou d'avocat ou de personnes, voilà, qui travaillent dans le milieu juridique pour opter pour vraiment quel est le chemin que le destinataire fait pour comprendre ce que je veux lui expliquer.
En tant qu'assistante sociale au sein de la cellule alphabétisation du CPS de Namur, je m'occupe des personnes d'origine étrangère dont la langue maternelle n'est pas le français. Ces personnes viennent aux permanences sociales pour diverses démarches, que ce soit la lecture d'un courrier, rédiger un formulaire. Je veux dire, toutes les démarches sont relatives à faire valoir ses droits, à faire valoir des avantages sociaux et divers. Dans le cadre de l'aide juridique, si une personne se présente à moi avec une demande de conseil ou une demande vraiment plus précise, à savoir la nécessité d'un avocat, je vais prendre différents contacts, soit directement avec le bureau d'aide juridique, par exemple ici à Namur, ou s'il y a nécessité, ce sera du côté flamand, si effectivement l'affaire, entre guillemets, doit se présenter en néerlandais. Sinon, j'oriente les personnes vers la permanence juridique du CPAS pour avoir un avocat désigné en fonction de l'affaire nommée. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action sera de récolter les divers documents, à savoir l'avertissement extrait de rôle, la composition de ménage, etc., ainsi que l'attestation du CPAS. Pourquoi cette démarche? Parce que les personnes ont une méconnaissance des institutions. Et effectivement, se présenter au bureau des contributions pour aller chercher un avertissement extrait de rôle, quand sa langue maternelle n'est pas le français, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, j'essaie de faciliter au mieux et d'accompagner la personne en expliquant les différentes étapes avant d'avoir le rendez-vous. Alors un exemple concret qui m'est arrivé récemment, c'est de recevoir donc, une citation en néerlandais et heureusement en français annexée. La première étape a été d'abord de moi de comprendre ce qu'on voulait à la personne. Ça, c'est une première chose. La deuxième étape était de faire comprendre à la personne ce qu'on lui réclamait et pour quelles raisons elle était convoquée. En sachant que si moi je comprends bien le français, c'est ma langue maternelle, la personne ne parle pas du tout français. Donc là, j'ai dû faire d'abord appel à une médiatrice interculturelle pour faire comprendre effectivement le problème qui était soulevé. Et la deuxième étape a été de voir qu'est-ce qu'elle souhaitait faire. Est-ce qu'elle souhaitait se faire représenter ou pas? Parce que ça reste un choix de la personne. Est-ce qu'elle reconnaît ou pas les faits? Quand je dis reconnaît, c'est est-ce qu'elle a connaissance de ces faits-là? Peu importe ce qui s'est déroulé, je ne suis pas là pour avoir le pour ou le contre, ou voilà, dans les détails. Et ensuite, c'est de passer à l'étape suivante, si elle veut se faire représenter par un avocat, de prendre les divers contacts. Donc ici, comme c'était en néerlandais, il me fallait une personne qui puisse parler français, néerlandais, et qui puisse faire appel à un interprète. Donc là, concrètement, j'ai dû interpeller le bureau d'aide juridique d'Anvers, qui... heureusement pour monsieur, a bien voulu recevoir tous les documents par email pour éviter effectivement divers trajets, puisque cela allait grever également son budget.